Vous avez la parole. Bien. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, après le dépôt de sa candidature le vendredi 17 novembre 2023, le vice-président, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou Dikayue, a invité la presse nationale et internationale à une rencontre à l'espace Latry Event, où il a fait une déclaration solennelle de candidature le mardi 21 novembre 2023. À cette occasion, mon candidat, professeur Maurice Kakou Dikayue, vice-président du PDCI-RDA, secrétaire exécutif en chef, a donné les raisons qui justifient sa candidature, présenté sa vision à court et moyen terme et indiqué les valeurs qui sous-tendent sa vision avant de prendre l'engagement de ne pas se porter candidat à la présidentielle de 2025, mais plutôt de s'atteler à préparer le parti et le mettre à la disposition du candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il a parachevé sa déclaration du mardi dernier par la présentation de quelques membres de sa direction de campagne et m'a désigné comme son porte-parole, celui qui parlera en son nom. Mesdames et messieurs, le 8e congrès extraordinaire doit permettre du PDCI-RDA doit permettre d'élire le nouveau président du PDCI-RDA. Mon candidat, le professeur Maurice Kakou Dikayue, vice-président du PDCI-RDA, secrétaire exécutif en chef, souhaite vivement que tout le processus devant conduire à l'élection d'un nouveau président se déroule dans un esprit de famille, dans le respect scrupuleux des statuts et règlements intérieurs qui ont permis, dès le 2 août 2023, de confier l'intérim de notre regretté guide, le président Henri Konan Bédié, pour une période de 6 mois maximum au doyen d'âge des vice-présidents et de laisser par ailleurs le secrétariat exécutif en place, évitant ainsi l'implosion redoutée par certains. Mon candidat, le professeur Maurice Kakou Dikayue, vice-président du PDCI-RDA, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, qui totalise 32 années de présence au bureau politique du PDCI sans discontinuité, avec un parcours de militant aussi riche qui commence en 1977 par le MESI et un engagement constant aux côtés des présidents Félix Houphouët-Boigny et son digne successeur Henri Konan Bédié, dont il a bénéficié de la confiance, veut désormais servir de trait d'union entre les générations. Quelle est sa vision? Il a affirmé lors de sa déclaration de candidature: dès ma prise de fonction, je m'engage à faire du PDCI-RDA un parti fort, attrayant et conquérant, leader en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pour y parvenir, mon candidat a identifié 18 actions à mener. Cependant, permettez que je vous en cite, je vous en rappelle 3. 1. Il a décidé de pérenniser l'œuvre des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, contribuer à la consolidation de la paix par le dialogue, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. 2. Œuvrer au rassemblement, à l'unité et à la cohésion au sein du parti. Et 3. Soutenir le candidat du PDCI-RDA en vue de le conduire à la victoire lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Comme vous pouvez le constater,
Mon candidat a une vision qui repose sur des valeurs et notre équipe sait exactement ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle mon candidat ne sera pas candidat, il ne sera que président du parti. Pour le préparer et le mettre à la disposition de celui que la convention désignera comme le candidat du PDCI-RDA. Il s'est exprimé, il a exprimé cela en ces termes. J'ai également pris la décision de m'occuper exclusivement du parti, c'est-à-dire de ne pas me présenter à l'élection présidentielle de 2025, une fois élu président du PDCI-RDA, mais de m'atteler plutôt à préparer le PDCI-RDA et à le mettre à la disposition du candidat du parti à l'élection présidentielle. C'est un engagement ferme. Fin de citation. Mon candidat, qui a une vision pour le parti, a décidé donc de ne pas être candidat à la convention qui désignera le candidat du PDCI à l'élection présidentielle d'octobre 2025, mais d'organiser le parti, de le remobiliser et de le mettre en ordre de bataille pour accompagner celui que nous devions, celui que le parti voudra retenir pour la présidentielle de 2025. Voilà ce que nous devrions tous retenir. Au moment où l'équipe de campagne du professeur Maurice Kakou Dikayue travaille sereinement avec pour souci de préserver notre unité, elle découvre que le doyen des vice-présidents, président par intérim, est manipulé par des intrigants en violation des dispositions des statuts et règlements intérieurs du PDCI-RDA. En effet, le président par intérim pour 6 mois a publié un communiqué dans lequel il tente malicieusement de jeter le discrédit sur mon candidat en tentant malencontreusement de le faire passer pour un militant indiscipliné et préparer les esprits à son limogeage programmé. Or, les dispositions pertinentes de l'article 43 des statuts et règlements intérieurs du PDCI-RDA sont bien indiquent très clairement que le secrétariat exécutif reste en place. Je répète. Or, les dispositions pertinentes de l'article 43 des statuts et du règlement intérieur indiquent clairement que le secrétariat exécutif reste en place. Au surplus, l'usage dans le parti me permet de vous rappeler que notre très regretté président, Henri Konan Bédié, le secrétaire général Laurent Donat Fologo, était candidat à la présidence du parti en 2002, sans qu'il n'ait été appelé à se mettre en congé. Vous vous souviendrez également de ce que notre regretté président, le président Henri Konan Bédié, le secrétaire général Alphonse Dédé Madi et le président national de la JPDCI étaient tous 3 candidats au 12e congrès du PDCI-RDA tenu en 2013. À aucun moment, la question de la mise en congé n'a été évoquée ni exigée. D'où sort donc cette nouvelle décision sans fondement textuel ni jurisprudentiel qui cache mal le parti pris que les manipulateurs et les intrigants du parti veulent imposer au président par intérim qui n'agit plus en bon père de famille comme il avait promis. Mesdames et messieurs, voilà donc livré mon propos liminaire. Je vous remercie et je me soumets entièrement à vos questions. Je voudrais donc vous remercier. La décision prise par le président Dikayue
relativement à la candidature naturelle. Vous savez, le PDCI-RDA a connu deux hommes forts qui, plus que des présidents de partis politiques, étaient des chefs de famille. Quand vous regardez l'histoire, vous interrogez l'histoire, vous vous rendrez compte que le président Félix Houphouët-Boigny, président du parti, était un chef de famille. Après le président Félix Houphouët-Boigny, c'était le président Henri Konan Bédié, son héritier. Lui aussi, il s'est comporté en chef de famille. Donc, nous étions dans un parti où la plupart des questions étaient traitées directement par le président. Et avec son engagement, le temps, l'expérience qu'il avait, nous pensions qu'à un certain moment, il ne fallait pas le bousculer. Donc c'est tout naturellement que nous voulions que le président du parti devienne candidat du parti. Vous savez que nous avons été victimes d'un coup d'État en 1999. Moi, c'est à partir du coup d'État de 1999, depuis le lycée 1 de Daloa, que j'ai décidé de m'engager fortement. Parce que je voulais faire de la politique après. Et quand j'ai vu le coup d'État de 1999, je me suis dit, mais si les armes restent sur la scène politique, c'est que pour nous, on n'aura pas d'espace d'expression. Donc, nous, on avait véritablement une revanche à prendre sur le temps. À dire non à cette façon de fonctionner dans des démocraties. Mais comme vous-même l'avez dit, Debaï, nulle part dans les textes, il n'est écrit que le président du parti est le candidat du parti. Ça, c'est la première des choses. Secondo, vous constaterez que en 2020, même quand on a fini, on eut annoncé que le président Henri Konan Bédié devrait être notre candidat du parti, on a eu la candidature de KKP, du président de la JPDCI qui a payé. On est allé à une convention et on a élu à plus de 99% peut-être le président Henri Konan Bédié comme notre candidat. Donc, ce que nous disions était un souhait de nos aînés. Mais à côté de ce souhait était obligé d'être confronté à la réalité. C'est la raison pour laquelle il y a toujours eu une convention. Retenez ceci. Le président du PDCI-RDA est choisi à un congrès. Le candidat du PDCI-RDA est choisi à une convention. Vous constaterez que même président du PDCI-RDA, Bédié, le président Henri Konan Bédié, allait à des conventions pour se faire élire candidat du PDCI-RDA. Donc pour nous, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kakou Dikayo, lors de sa déclaration, a dit: nous voudrons construire un parti fort qui repose sur son histoire et sur des valeurs. Un parti indépendant et autonome du pouvoir. C'est-à-dire un parti qui peut vivre même quand il n'est pas au pouvoir, un parti indépendant des hommes. C'est-à-dire un parti qui n'a pas besoin d'avoir un homme fort financièrement pour pouvoir vivre. Mais un parti qui peut compter sur les militants qui comprennent ensemble qu'en mutualisant les efforts, nous pouvons conduire notre destin commun. Voici le nouvel engagement que prend le professeur Maurice Kakou Dikayo en se portant candidat. Et puis quand il dit qu'il ne veut qu'être président du PDCI-RDA, il a décrit dans sa déclaration de candidature, il dit avec l'expérience qu'il a et le temps qui reste, il est convaincu que si quelqu'un cherche à être président du parti pour se donner les chances d'être candidat du parti, nous militants doivent être convaincus que la personne cherche à nous faire gérer par procuration. Parce que prendre le temps d'aller faire élire des présidents de comité, élire des secrétaires généraux, avant de revenir mettre des sections, des délégations en place, ça vous prend énormément du temps. Il a dit, le travail du parti est prenant. Et puis, à côté de cela, il y a l'engagement pour la présidence de la République, lequel engagement est exigeant. Donc, à moins de 2 ans de l'élection, tu ne peux pas faire ces deux choses à la fois. C'est la raison pour laquelle il nous a invités, nous sommes allés le voir, et il nous a dit, un homme d'expérience, je comprends, donc je me concentrerai sur le parti, et puis quand viendra le moment,
vous désignerez, le parti désignera quelqu'un à la convention, mais nous tous, nous allons soutenir cette personne pour l'envoyer à aller gagner les élections de 2025. Relativement à la question de l'intérim, du président par intérim, depuis jeudi, alors que nous préparions sereinement, en connaisseur du parti, les prochaines activités de campagne, nous avons été surpris par un courrier qui circulait sur les réseaux sociaux et un peu partout, une décision qui a même été notifiée à la direction de campagne plus tard, de ce que le président par intérim, le doyen d'âge des vice-présidents, président par intérim, à la rencontre qu'il a eue avec les candidats il y a quelques jours, avait demandé que les candidats se mettent en congé et qu'il avait reçu deux documents, deux candidats qui avaient décidé eux de se mettre en congé, qu'il appelait les autres à en faire autant. Mais ce que le courrier en question ne dit pas, c'est que mon candidat à cette rencontre a rappelé au président par intérim, qui ne doit pas excéder 6 mois, qu'il n'était pas concerné par ce qu'il disait. Parce que de mémoire, on a eu en 2002 un congrès où le président Henri Konan Bédié était en compétition avec le secrétaire général du PDCI-RDA, M. Laurent Donafologo. Aucun des deux n'a eu besoin de se mettre en congé. Deuxièmement, en 2013, le président Henri Konan Bédié, notre regretté président guide Henri Konan Bédié, était opposé à son secrétaire général qui était Alphonse Didier Madi et à son président de jeunes. Aucun des deux n'a eu besoin de se mettre en congé. Mais curieusement, au moment où le président décède, alors que nous espérions que le président par intérim se comporte en bon père de famille, il décide curieusement que les personnes devraient se mettre en congé, les candidats devraient se mettre en congé pour promouvoir ce qu'il appelle lui-même l'égalité des chances. Mais on est un peu étonné, parce que nous sommes des politiques. Moi qui vous parle, je suis jeune certes, mais il y a longtemps que je suis un observateur de la vie politique. J'ai fait mes petits pas des sections universitaires pour arriver à la section du parti avant d'être député et plus tard délégué. Mais attendez, on va à un congrès, aucun document, aucune disposition de nos statuts ne permet au président par intérim de demander au secrétaire exécutif, en chef du secrétariat exécutif, de se mettre en congé. Je vais vous lire l'article 43 du règlement de l'Assemblée nationale, excusez-moi, pas d'information, du règlement du PDCI-RDA. En cas de décès, article 43, en cas de décès, de démission, d'empêchement absolu du président du parti, l'intérim est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents. Le secrétariat exécutif reste en place. Le secrétariat exécutif reste en place. Mais curieusement, le président par intérim, que nous espérions voir comme un bon père de famille, comme il nous l'a promis, en présence de certains de nos aînés qui nous ont devancés, il a promis devant le général Wassena, paix à son âme, a mis en place un certain nombre d'outils pour organiser le prochain congrès. Il a créé un comité de supervision et de l'organisation du 8e congrès extraordinaire du 16 décembre 2023. Dans ce comité ne se trouve pas le secrétaire exécutif en chef du parti, numéro 2 du parti. Il a créé un comité électoral. Dans ce dit comité électoral ne figure pas le secrétaire exécutif numéro 2 du parti. Il a créé un collège de conciliation et de recherche de consensus. Dans ce collège de conciliation ne figure pas le numéro 2 du parti. Il a créé un comité d'homologation et de contrôle de la liste électorale. Encore dans ce comité ne figure pas le numéro 2 du parti.
il a créé un comité de finances du 8e congrès extraordinaire. Là encore, le secrétaire exécutif du parti, numéro 2 du parti, n'y figure pas. Donc, dans quel parti on peut créer toutes ces instances et puis le numéro 2, celui qui était le plus proche collaborateur du président Bédié, n'est pas, et puis on va dire qu'il peut avoir une même mine sur l'organisation du congrès. Nous estimons que cette façon de faire cache le parti pris des personnes qui sont autour du président et qui tentent de l'induire en erreur. Et nous dénonçons cela. Le deuxième intervenant, oui, le deuxième intervenant, merci de Metz, merci pour cette reconnaissance. Merci pour la reconnaissance. Quand tu le dis, je me retourne, c'est-à-dire je ferme les yeux et je me revois dans les années 2004. Une marche avortée, il y a eu des morts. Je revois encore même en 2002, la crise de 2002 et la reprise de la zone CNO. On a dû faire des missions pour pouvoir récupérer nos sections, nos comités et tout cela. On était là, Dikawi était là. Merci pour cet hommage. Parce que malheureusement, la reconnaissance qui est une vertu importante, depuis quelques semaines, tend à être oubliée par certains qui commencent à présenter, à se comporter comme des gens qui ont des mémoires sélectives. Hélas, Dieu merci, il y a encore des gens pour reconnaître la valeur, le travail fait pour nous conduire là où nous sommes. Ne vous inquiétez pas. Moi qui vous parle, je suis baoulé. Je suis baoulé. Je viens de Yamoussoukro, d'Atiegouako. Je suis député depuis 2016 de cette circonscription. Et je suis avec Maurice Kakou Dikalué. Son directeur de campagne s'appelle Adi Kwame Isaac. Il est baoulé. Bon, on dit chez nous c'est un anneau, un baoulé doulard. Voilà. Mais il est directeur de campagne du professeur Maurice Kakou Dikalué. Adi Kwame Isaac, elle est députée maire de Bricrou. Donc pour vous dire que ce n'est pour nous, ce n'est plus un argument qu'il faut mettre en avant. La Côte d'Ivoire, elle est belle quand elle permet à toutes les ethnies de vivre ensemble. Et nous sommes pour cette façon de voir. Donc il ne faut pas croire que parce qu'il n'est pas baoulé, il n'a pas le droit. Au contraire. Au contraire. Sur la question de l'argent, je l'ai dit tout à l'heure. On vous a dit non, Dikalué n'a pas l'argent. On a dit que, mais on ne va pas continuer à avoir un parti qui veut compter sur une seule personne. Des gens vous disaient, mais on dit bon, pourquoi toujours ces présidents de Dieu comprennent. Mais c'est lui qui donnait l'argent. Quand il y a des difficultés, c'est lui qui sort l'argent. Quand il y a besoin de faire des choses, c'est lui qui sort. Donc, on ne peut plus continuer comme ça. On a de l'expérience. On a déjà vécu cela. On sait à quoi est-ce que ça nous limite. Donc, on a envie de construire un nouveau parti. Un parti qui va conduire les générations nouvelles au centenaire en 2046. Mais en travaillant sur tous les éléments qui peuvent permettre son autonomie. Pour ne pas qu'il soit lié à la poche d'un individu. Pour ne pas qu'il soit lié directement au pouvoir. Donc, l'argument qui tente à dire que Dikalué n'a pas d'argent, ça ne vaut rien, ça ne compte pas. D'ailleurs, moi, à la JPDCI, on m'a appris que l'action politique génère les moyens de son propre financement. Moi qui vous parle, je n'avais pas d'argent. Mais si je voulais compter sur l'argent, je n'aurais jamais été élu. Voilà, j'ai eu des adversaires même à ma deuxième élection qui avaient peut-être 10 fois ou 20 fois, 30 fois ce que j'avais. Mais je les ai battus. Donc pour nous, l'argent, ce n'est pas... C'est pas... Voilà. Un frein. Un frein. Donc je vais arriver à Landry. Oui, Landry. Merci beaucoup pour votre question. Le tandem. Bon. Nous avons mon candidat. Maurice Kakou Dikalué. Je vous ai dit, il totalise 32 années de présence sans discontinuité au bureau politique. C'est-à-dire quoi?
à chaque congrès qu'on fait, quand on renouvelle la liste des membres du bureau politique, depuis 1991, Maurice Kakou Gikawe est sur la liste. Ce n'est pas tout le monde qui se retrouve dessus, hein. Voilà, parce que tu peux être sur la liste aujourd'hui, et puis demain tu peux ne pas te retrouver sur la liste. Voilà. Retenez ceci. Toutes les décisions de nomination des membres du bureau politique comportent généralement 3 articles. Article 1. Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du bureau politique du PDCI-RDA. Ce sont 1. Henri Konan Bédié. 2. Soit Maurice Kakou Gikawe ou Fologo ou quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Article 2. Cette décision qui abroge toute décision antérieure sera mise en application par le secrétaire exécutif. Et l'article 3, c'est les questions d'affichage et autres. Donc, à chaque fois qu'il y a eu une liste de bureau politique, là, elle a annulé la liste de bureau politique précédente. Si vous prenez la dernière décision de nomination au bureau politique, vous verrez qu'elle a annulé les autres décisions de nomination au bureau politique. Donc, si quelqu'un se retrouvait anciennement bureau politique, que sur cette décision qui est sortie le 5 mai, il n'est plus, alors il n'est plus membre du bureau politique. Clair. Donc nous, qui totalisons autant d'années dans la maison, témoins de toute l'histoire récente de ces 3 dernières décennies du PDCI-RDA, président de Messi, secrétaire général adjoint, secrétaire national adjoint chargé de la mobilisation, secrétaire national chargé de la mobilisation, secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et de la mobilisation, plus tard secrétaire exécutif en chef et puis vice-président. Quand on a fait ce parcours-là, on ne peut pas dire qu'on n'est pas imprégné des valeurs qui ont fait la grandeur de la maison et qui ont fait qu'aujourd'hui on parle d'un parti résilient. Donc, si éventuellement des candidats veulent qu'il y ait un appelage, mon candidat reste ouvert. Voilà, ça ne nous dérange point. Mais pour nous, aujourd'hui, en l'état actuel de la situation, il faut un président qui s'attelle à construire le parti, à l'organiser, à le remobiliser pour le mettre à la disposition de celui qu'on va choisir pour être le candidat. Donc, dans l'attelage là pour nous, il peut y avoir un président de parti qui travaille en confiance, comme il a dit dans sa conférence, dans sa déclaration de candidature, avec le candidat du parti. C'est la seule condition pour que nous puissions gagner les élections de 2025. Donc, chers frères, on n'a aucun problème avec l'attelage. Voilà. D'ailleurs, moi, quand j'ai été reçu par le professeur Maurice Kakou Gikawe, il me l'a exprimé clairement. Il dit, je me consacre à tel point. Pour le reste, j'ai envoyé des messages à certaines personnes qui sont annoncées pour dire, je reste disponible. Voilà. Bon, Cyprien demande si on décidait de mettre les textes de côté. Mais si on décide de mettre les textes de côté, moi j'ai envie d'être président du PDCI-RDA. Parce que, bon, écoute, j'ai fait mon parcours de militant. Moi et ma soeur, on est rentré au bureau national de la GPDCI en 2003. On est appelé, disons, à être des cadres du parti. Donc si on décide de supprimer les textes, de ne pas tenir compte des textes, on tomberait dans l'anarchie. Le 1er août 2023, quand il a plu au Seigneur, maître de toutes choses, de rappeler à lui et d'arracher à notre affection notre regretté président Henri Konan Bédié, la première réaction que j'ai eue en tant que militant était d'appeler le secrétaire exécutif en chef pour dire qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait, et vous êtes loin du pays, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout le monde redoutait l'implosion du PDCI-RDA. Vous savez que c'est plusieurs générations qui sont là en ce moment. Et c'est lui de nous dire, j'ai activé mon intérimaire, qui se trouve être M. Kwame Kra, pour qu'il aille voir M. Kopli, le doyen d'âge des vice-présidents, pour qu'il devienne le président, qu'il accepte de devenir le président par intérim. Mais le doyen d'âge des vice-présidents, vous qui êtes journaliste, il y en a qui ont 20 ans de présence sur la scène politique ici.
Vous l'avez une fois entendu quelque part, vous l'avez une fois vu auparavant, vous le connaissez. Mais c'est les textes qui nous permettent, qui permettent à des gens qui sont plus actifs d'accepter que quelqu'un d'autre puisse être président par intérim à leur place. Donc, n'allons même pas espérer qu'on mette les textes de côté. Et pour renforcer ce que je suis en train de dire, moi, je suis pointueux sur la vie, la marche des espaces où j'évolue. La marche du PDCI m'intéresse. J'ai été dans la commission de désignation des candidats du PDCI-RDA pour les élections municipales et régionales. C'est-à-dire des citoyens, des militants qui sont venus solliciter le parrainage du PDCI-RDA. Tout à l'heure, on va vous distribuer ce document. Mais le parti leur a demandé, concernant leur militantisme, le début du militantisme, date précise de leur début, le paiement de leurs cotisations statutaires, le paiement des cotisations ponctuelles, l'assistance aux militants, la participation aux réunions et meetings, la participation au congrès du parti, rôle joué ou action menée. Le rôle joué dans l'élection de 2020. On leur a demandé leur grade, on leur a demandé leur ancienneté dans le parti, on leur a demandé leur fonction actuelle. Autant d'exigences sur leur militantisme pour un citoyen, un militant qui a envie d'avoir le parrainage du PDCI-RDA. Or, le parrainage lui-même est signé par le président du parti. Si on est si exigeant avec celui à qui on doit donner un parrainage pour aller compétir, quand devrait-il être pour le président qui va signer le parrainage? Doit-on être moins exigeant pour celui qui va signer les parrainages pour des gens à qui nous sommes, devant qui nous sommes très exigeants? Vous savez que c'est les conditions fixées ici qui font qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de problèmes. On a sanctionné certains militants. Donc, nous restons dans le texte. Nous restons attachés au texte. À défaut, on reste dans notre vécu, dans les usages. Il y a une façon de faire les choses dans le parti. Donc, il sera difficile, chers frères, de mettre le texte de côté. Sinon, moi-même, je vais revendiquer la place de... Vraiment, je prends mon petit groupe là, on crée un petit comité, et puis bon, je suis le président, on a notre secrétaire exécutif, on a notre secrétaire chargé de ceci, et puis on administre le parti à notre façon. Voilà. Là, c'est la prime. Je pense qu'on s'est bien compris. Diarra-Souba, le document signé est-il authentique? Bon, si le document qui circule, si on ne l'a pas signé, c'est que ce n'est pas un document authentique. C'est la réponse. On a demandé le respect strict des tests. Non, il a demandé le même de... Diarra-Souba a demandé le reste. Ah bon? Vous voulez que je me prononce sur la candidature de Titi? Bon, je préfère laisser ce soin au comité électoral. Mais ce que je sais, c'est que quand on va à une compétition électorale, il y a des étapes pour ceux qui participent aux compétitions. Moi, j'ai fait 2 élections pour moi-même. Puis j'ai participé aux élections des autres. Quand on va à l'élection là, il y a un premier élément, ouverture de la campagne. Deuxième élément, affichage. Avant l'ouverture de la campagne, on fait affichage de la liste électorale. Cet affichage ouvre le contentieux de la liste électorale. Ensuite, on fait affichage de la liste des candidats. Cet affichage de la liste des candidats ouvre le contentieux relatif aux candidatures. Et puis, on arrive en troisième lieu à la proclamation des résultats. La proclamation des résultats ouvre le contentieux relatif aux résultats. Tous ceux qui vont aux élections là, qui sont dans la salle, qui ont déjà suivi ou participé à des élections, savent que c'est comme ça que ça se passe. Donc pour nous, il n'y a aucun problème.
le comité électoral doit faire son travail. Et nous savons que le comité électoral va être peut-être plus exigeant que les gens ne le pensent. La première qualité de demander à ceux qui veulent compétir, c'est d'être d'abord des militants. Des militants. Voilà mon document. Et du militant, le statut dit en article 8, statut du parti, article 8, chaque militant doit participer aux activités du parti à l'échelon des comités de village et de quartier. Non pas dire peut, on dit doit participer. Doit participer. Et puis, article 9, il dit les militants sont tenus de s'acquitter régulièrement de leur cotisation annuelle. Petit apprenant de droit, je me suis demandé, être tenu là, ça veut dire quoi? On s'est rendu compte que ça veut dire qu'ils sont légalement et moralement obligés de s'acquitter de leur cotisation annuelle. Donc ça veut dire, si tu es militant comme moi, 25 ans, j'ai cotisé depuis 500 jusqu'à, même si ce n'est pas beaucoup, 500. Ceux qui sont bureau politique depuis 30 ans, ils ont payé les montants qu'il faut payer jusqu'à maintenant. Et puis comme on se connaît entre nous, on ne peut pas venir fabriquer une histoire pour nous donner ici. On était là. Les listes de présidents du BP là, quand le président signe, on publie dans le Nouveau Réveil depuis 2002. Si tu as un journalisme du Nouveau Réveil, vous savez que vous publiez. Donc tout est là. Donc bon, permet que je n'en dise pas plus quoi. Voilà. Oui, bon, tout à l'heure j'ai dit, quand le président du parti, le président par intérim du parti arrive à ce niveau, il nous promet de se comporter en bon chef, en bon père de famille. C'est une expression consacrée que vous connaissez, certainement. Mais il se trouve que pendant que nous sommes, il demande à certains candidats de l'aider en se mettant en congé. Curieusement, il a nommé hier, Madame Zabiaou, il a nommé hier un de nos aînés qui s'appelle Nyamien Ngoura au comité des finances du 8e congrès. Mais je me souviens que la presse a mis en ligne une déclaration de soutien de mon aîné vice-président, Nyamien Ngoura, au candidat Tidjane Thiam. Donc comment se fait-il que Nyamien Ngoura, qui fait une déclaration de soutien à Tidjane Thiam, peut être nommé au comité des finances du 8e congrès, et puis en même temps, on va demander au secrétaire exécutif en chef qui bénéficie de l'alinéa 2 de l'article 43 de se mettre en congé. Donc, c'est un parti pris clair. Mais comme je suppose qu'il nous a annoncé qu'il se comporterait en bon père de famille, je comprends que son environnement doit être composé de personnes qui veulent l'influencer. C'est le lieu de se ressaisir et de faire en sorte que devant l'histoire, on reconnaisse qu'il a aidé le PDCI-RDA. Si vous n'avez pas l'article relatif au ministre Nyamien, vous pourrez trouver sa déclaration ici, à la fin de la conférence de presse. Donc pour nous, il y a des gens qui ont un parti pris clair. Si tu nommes ce genre de personnes, alors que nous sommes des milliers de militants du PDCI-RDA, c'est qu'il y a un problème. Voilà. L'autre question, c'est... Le pouvoir du président par intérim. Ouais, le pouvoir du président par intérim. Mais un président par intérim ne joue que de la légalité. Il n'a pas de légitimité. Ça, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre. Un président par intérim, c'est légitimité, c'est légalité. C'est le texte qui lui donne, qui lui confère un pouvoir. Et le texte limite, même pour ce qui concerne la présidence de la République, la plus haute des fonctions.
Le président par intérim en Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas toucher, il ne peut pas enlever le Premier ministre. Ça, vous le savez, non? Hein? C'est écrit dans la Constitution. Donc, le président par intérim ne peut pas avoir les prérogatives du président. Il gère les affaires courantes jusqu'à ce qu'on élise un nouveau président. Et ici, on lui a dit, qu'il organise et conduit le parti au congrès pour élire, pour l'élection d'un nouveau président. Oui. Oui, il y a des décisions. Vous savez, les décisions, quand on les prend, elles doivent respecter les principes démocratiques. Les principes de la démocratie, c'est l'égalité de chance et l'égalité d'obligation. Donc, il ne faut pas prendre des décisions qui pèsent sur eux. Parce que, à supposer un seul instant, mettons-nous dans un film, hein, parce que moi je regarde beaucoup de films, donc mettons-nous dans un film, à supposer un seul instant que le secrétaire exécutif en chef, à qui le texte, le secrétariat, à qui le chef dit, vous ne bougez pas là, décide de se mettre en congé. Et puis, il arrive un incident ou un événement qui rend impossible ou difficile la tenue du congrès. Que se passera-t-il? Il est candidat, non? Donc il continue d'être en congé, c'est ça? Ça ressemble bien à quelque chose qu'on a envie de nous faire. Or, nous, on est vigilants. C'est pourquoi on dit qu'il faut se conformer au principe, au texte. Ce que le texte ne te permet pas de faire, ne le fais pas. D'ailleurs, je vous ai cité tous les organes qu'il a mis en place. Le secrétaire exécutif ne figure nulle part. Il a fait son dernier secrétariat le 5 novembre dernier. Chaque 2 semaines, en principe, il devait faire un secrétariat, mais il ne le fait pas. C'est à peine s'il met les pieds de l'autre côté. Mais le parti a besoin lui-même de fonctionner. Il y a des gens qu'on a perdus. Je veux dire, qui serait allé faire l'oraison funèbre de Lambert Kwasi Konan si le secrétaire exécutif n'était pas là? On a même des candidats qui sont en train de compétir en ce moment à Tia Salé, à Oumé et en d'autres points du territoire. Donc il ne faut pas laisser les gens mélanger tout cela, ça va créer des problèmes inutilement. Une autre question? Non, parce que tous ceux qui encouragent le président, à qui le secrétaire exécutif en chef a dit non, ce que vous voulez prendre comme décision ne figure nulle part dans les textes et ni dans notre histoire. Tous ceux qui l'encouragent à faire cherchent à créer des problèmes. C'est des intrigants. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont dans des intrigues. Voilà. Et vous les découvrirez plus tard. Dans quelques jours, vous allez les découvrir parce qu'ils ont des partis pris. On ne peut pas annoncer, on ne peut pas dire publiquement je soutiens tel candidat et puis accepter d'être dans le jeu. Voilà. Donc, il y a des gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme problème à régler ou quoi que ce soit, mais qui utilisent des moyens qui ne sont pas appropriés. Le consensus, bon, on arrive à Samuel, hein. Le consensus autour de qui? Ah, c'est une très belle question. J'avoue que je l'attendais. Vous savez, pour quelqu'un qui connaît le PDCI-RDA, il doit savoir qu'il y a des principes, il y a des usages, il y a nos habitudes, il y a notre philosophie. Quand on décide au PDCI de faire un consensus, vous voyez la fiche qui est ici, là, la fiche de choix des candidats, là. Le comité électoral va avoir sa fiche comme ça aussi. Quand on décide de faire un choix, on demande aux militants, quel est ton grade actuel? Selon vous, pourquoi on demande le grade actuel? C'est pour vous classer. Toi, tu es président du comité de base. Moi, je suis membre du bureau politique. Mais c'est d'abord moi. Donc, dans ce qui est en train de se faire, il y a 4 vice-présidents et un membre du bureau politique. Les vice-présidents sont au-dessus des membres du bureau politique. Donc, s'il doit y avoir consensus, c'est entre les 4 vice-présidents. Vous comprenez, non? Voilà.
S'il va y avoir consensus, c'est entre les 4 vice-présidents. Maintenant, quand on prend les 4 vice-présidents, on prend les CV politiques des 4 vice-présidents. J'avoue que le comité qui va trancher en termes de consensus là, tombera amoureux du CV politique de mon candidat. Il sera fin, comme on dit dans le jargon, du CV politique de mon candidat. Donc il est clair que le consensus, si on doit avoir, il doit y avoir consensus, ne peut se faire autour des vice-présidents. C'est dans nos usages, on a l'habitude de faire ces choses. C'est parce que des gens veulent instruire, veulent envoyer d'autres façons de faire. Bon, il semble qu'il y a des difficultés. Sinon, il n'y a aucune difficulté. Et puis, entre nous, si on est sérieux, on va dire, bon, en principe, le consensus, là, on devait même déjà commencer à dire, on doit faire le consensus autour des Dikalu. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il était numéro 2 du parti. Il était numéro 2 du parti, il a conduit le parti. Le président de la commission électorale, le jour où il a reçu nos candidatures, notre candidature, la candidature du professeur Maurice Kakou Dikalu, il nous a dit ceci, c'est un doyen que je respecte. Si le président Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié ont incarné le PDCI-RDA, Maurice Kakou Dikalu, vous avez porté le PDCI-RDA. C'est pas moi qui l'ai dit, je le cite. Ça veut dire tout président de commission qu'il est, il sait l'implication, l'apport qualitatif du professeur Maurice Kakou Dikalu dans ces 20 dernières années de notre vie. Il faut reconnaître à César ce qui est à César. Voilà. Donc le consensus ne peut que se faire autour de celui qui est le plus titré et qui a le plus le CV politique le plus riche. Et au moment où on est en train de parler, pour après je ne sais pas, hein, mais au moment où on est en train de parler actuellement là, le CV le plus riche parmi les 4 vice-présidents là, c'est le CV politique de Maurice Kakou Dikalu. Mon candidat. Voilà. Bon, tu m'as dit, le journaliste a dit que les partisans d'un de mes alliés dit qu'il a 27 ans de présence au bureau politique. Moi, j'aime faire des recherches. Je vous ai dit, les listes de bureaux politiques sont publiées par le Nouveau Réveil, qui est un support qui nous a accompagnés depuis 1999, mais on a commencé avec deux pages au début, ainsi de suite. Donc toutes les listes là sont publiées là-bas. Si on retrouve les dates, faites un peu de recherche, vous allez voir qui sont ceux qui sont dessus. Mais n'empêche que nous, on a les décisions de nomination. Hein. Donc on connaît le nom de tous ceux qui sont sur les listes du bureau politique depuis 2002. On a pour 2002. On a la liste même de la convention de 2005. On a fait une convention parce qu'on pensait qu'en 2005, il devait y avoir une élection. Donc on avait choisi le président Bédié. On a la liste publiée du Nouveau Réveil. On a ensuite une décision après le congrès de 2013 qui a élu les membres du bureau politique. Et on a les décisions de 2018 après la période de séparation et le 6e congrès ordinaire. Et ensuite, on a la dernière décision du 6 mai 2023. Pour repérer les noms, c'est pas compliqué. Tu as trouvé. Dans l'alphabétique, tu vas savoir qui est dessus, qui a 10 ans, qui a 20 ans. Mais au-delà même de cela, un militant, c'est quelqu'un qui est tenu de payer régulièrement ses cotisations annuelles. Ça, il faut le retenir. Donc, si quelqu'un n'a pas payé ses cotisations annuelles, il doit être convaincu que la commission électorale là, va repérer cela et va attirer son attention sur ce fait. Voilà. Parce que, bon, j'ai entendu aussi quelqu'un dire un jour que non, on s'en va au bureau, on s'en va à un congrès là. Aujourd'hui, tout est informatisé. Donc, chacun va présenter ses stickers et puis on va voir, on va compter le nombre de stickers. Vous avez entendu ça aussi, non? Donc, ça aussi, j'estime qu'il y a un parti pris. Parce que le nombre de stickers, je ne crois pas que le nombre de stickers puisse permettre de justifier le temps passé par un individu au bureau politique. Pour preuve, j'ai 2 cartes de BP. J'ai la première ici, il y a 5 stickers derrière, qui commencent en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Vous pourrez vérifier, hein. Vous pouvez faire passer pour vérifier. Et puis j'ai une deuxième carte
de bureau politique qui commence en 2019. En 2019, il n'y avait pas de sticker, donc ils ont fait un truc imprimé directement sur toutes les cartes. C'est pas sur toutes les cartes. Donc, c'est une année ici, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Donc, si on compte le nombre de stickers, il y a 5 ici et il y a 5 là pour moi. Ça fait 10. Vous pouvez vérifier, hein, je mets à disposition. Vous vérifiez. Ça me fait 10 stickers. Mais théoriquement, ça voudrait dire que j'ai 10 ans de présence au bureau politique. N'est-ce pas? C'est pas vrai. Ceux qui sont à l'intérieur, qui sont au parti, qui ont été élus en même temps que moi, qui sont devenus membres du bureau politique dans la même période que moi, on a été élus en 2016, on a commencé à avoir pris fonction en 2017. Vous prenez toutes leurs cartes de militants, vous verrez qu'ils ont les stickers de 2014. C'est comme ça dans le parti. Ça ne veut pas dire qu'il y a une décision de 2014 sur laquelle ils figurent. Ce qui compte, ce sont les décisions qui ont été prises sur lesquelles vous devez figurer. Ce n'est pas le nombre de stickers. Donc si quelqu'un dit ça, la personne vous trompe. Moi qui vous parle, j'ai 7 années de présence au bureau politique. Je ne peux pas prétendre être candidat à la présidence du parti aujourd'hui, ni candidat à la convention pour l'instant. Donc qu'on ne nous blague pas. Voilà, nous sommes des contemporains, on se connaît, on vit dans la même maison là depuis longtemps. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, on a tout suivi et on suit minutieusement ce qui se passe dedans. Si on doit tenir compte de ce que quelqu'un vient payer pour déterminer son temps de présence au bureau politique, j'ai un de mes aînés qui lui deviendrait membre fondateur. J'étais son nom. Parce qu'il est rentré au bureau politique autour des années 2012-2013 par là, je crois. Mais si on compte ce qu'il a donné là, à cette période-là, au moins il rentrait là. Voilà, qui va devenir membre fondateur. Ils vont l'inscrire parmi de ceux de 46. Donc, allons sereinement, regardons ensemble. Nous sommes une famille. On a des règles et puis on a des principes de vie. Ce sont les usages. Faisons en sorte que nous tous, ensemble, nous travaillions pour préparer les élections présidentielles de 2025 dans la sérénité. Et le président l'a dit, et notre candidat, mon candidat l'a dit, lui, il ne veut que la présidence du PDCI-RDA. Il va préparer le parti pour le mettre à la disposition de celui que le parti choisira dans la convention. Quelqu'un, le dernier, a demandé pourquoi il y a des difficultés, pourquoi les gens craignent MKG. Pourquoi les gens ne croient pas être MKG jusqu'à ils vont demander de signer un papier pour leur... Moi, je sais que il y a une affaire dans le pays, une affaire de guébier qui n'est pas bien, bon, c'est pas bien traité. Il y a une affaire comme ça. Mais je sais aussi que Maurice Kakou Dikayue est fils guébier. Et puis bon, dans l'affaire du guébier là, on cite à tort, je pense, hein, parce que militant à tort, le président Oufouet dans certaines... Mais le président Oufouet choisit lui d'avoir pour médecin un fils guébier. Ça dit ouf, le président Oufouet. Avant là, on dit, nos parents même disaient, si tu ne fais pas attention, tu parles du président Oufouet dans ta maison, il va entendre. Ou bien il te voit. Mais ce président Oufouet a fait confiance à Maurice Kakou Dikayue pour l'avoir comme médecin. Et puis c'est nous là qui allons aujourd'hui dire non, il faut qu'il signe un papier pour nous donner pour ceci, pour cela. Je pense que son parcours de militant est suffisamment éloquent pour comprendre que c'est un homme de conviction. Il s'est battu ici avec le président Henri Konan Bédié en 2018. Vous vous souvenez, c'est avant-hier. Ceux qui sont partis là sont devenus ministres, premiers ministres. Il y en a même vice-président de la République. Maurice Kakou Dikayue est resté à côté du président Bédié. On a passé tout ce temps ensemble. Pas plus tard qu'en 2020. On était tous à la maison. Bon, nous, on était dans nos bases. Il y en a qui n'étaient même pas ici. Le président Bédié à la tête de l'opposition ivoirienne.
à l'ancien mouvement. À la suite, des gens sont venus chez lui pour chercher à le prendre. Ce qu'on a trouvé dans la cour là, Maurice Kakou Dikalu était là-bas. On l'a pris. Il aurait pu être chez lui, hein. Il aurait pu être ailleurs. Mais il a choisi de venir chez Bédi, le président Bédi. Sachant que cette période-là, tout pouvait arriver. Mais, comme il nous l'a dit, Houphouët lui a dit, ne vous inquiétez pas, je vous confie le PDCI-RDA et Henri Konan Bédié. Donc il a l'obligation morale, il a le devoir, il avait le devoir d'être aux côtés d'Henri Konan Bédié, vaille que vaille. Et il l'a fait jusqu'au dernier jour. Donc moi j'ai confiance en lui. Il m'a dit qu'il n'ira pas à l'élection, à la convention, je m'en tiens à cela. Isaac l'a dit hier à Dibokro. Présidence du parti, notre candidat là, c'est Maurice Kakou Dikalu. Candidature à la convention là, bon, on a un autre candidat. Si entre-temps, l'autre candidat là comprend, celui qui veut aller là-bas comprend que, en s'appuyant sur quelqu'un qui connaît le terrain, qui connaît le parti, qui connaît son histoire, qui connaît les hommes, pour qu'on gagne du temps, nous on criera Alléluia. Voilà ce que j'avais à répondre aux différentes questions qui ont été posées. Je reste tout de même ouvert s'il y a une dernière liste ou non. C'est bon. Bien. Mesdames et messieurs, je n'avais pas la prétention de tout dire. J'ai essayé comme je pouvais de m'exprimer de façon simple pour que le message que j'avais à vous passer puisse être entendu. Vous repartez d'ici avec la ferme. Retenez que nous sommes fermement engagés pour protéger le PDCI-RDA que Houphouët nous a laissé comme instrument de lutte politique pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et nous, en tant que jeunes, qui apprenons au quotidien, aux côtés de nos aînés, sommes heureux de savoir que certains de nos aînés, dont Maurice Kakou Dikalu, qui étaient des disciples de Félix Houphouët-Boigny, et d'Henri Konan Bédié ont choisi de rester là et de servir de trait d'union entre nos anciens et puis nous-mêmes. Et surtout de travailler à nous passer les enseignements qu'ils ont reçus des présidents Henri Konan Bédié et Félix Houphouët-Boigny. Nous ne pouvons que nous en réjouir, nous qui avons envie de faire nos pas et de gravir les échelons dans le PDCI-RDA. C'est le lieu d'appeler les uns et les autres au calme, à la retenue. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Il faut préserver l'unité du parti. En tout cas, notre candidat y est engagé. Et nous espérons que tout ce que nous ferons, ou tout ce que feront les autres, concourra à garantir l'unité du parti. Nous y travaillons. Je vous remercie. Viva! 16 décembre 2023, Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, avec MKG, Maurice Kakou Dikalu, pour un PDCI conquérant et victorieux. MKG. Viva! 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 Viva!